Foire bonjour tout le monde, c'est Ukraine aujourd'hui. Les guerriers ukrainiens se battent désespérément près de Pakhovsk et Kiansk dans la région de Kharkiv. L'assaut de l'ennemi a été stoppé et les forces armées ukrainiennes ont repoussé les Russes. L'opération spéciale de Kourila Budanov se poursuit. Des combattants du renseignement ont atterri en hélicoptère et ont percé le front près de Pakrovsk. L'éternel empereur Vladimir Poutine prévoit de diriger la Russie jusqu'en 2050, puis de transmettre le pouvoir à son fils illégitime, Ivan. Une enquête explosive de journalistes britanniques. Un cadeau de Poutine à Trump. La Russie pourrait remettre son missile Arachnik à capacité nucléaire au dictateur vénézuélien Nicolás Maduro. L'État agresseur a amélioré ses drones chats à longue portée et, pire encore, la technologie américaine a contribué à sa fabrication. C'est Ukraine aujourd'hui. Je suis Sim Chalanka et nous commençons. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Dans les commentaires, dites-nous votre ville et votre pays et si vous soutenez l'Ukraine dans notre lutte pour la liberté. Votre soutien compte énormément pour nous. Des terroristes russes ont assassiné 2 civils et un chien qui marchait sous un drapeau blanc dans la région de Kharkiv. Le crime de guerre s'est produit dans le village de Krouleka. Les envahisseurs ont frappé leurs civils avec un drone s'il en était. Pas de cible militaire à proximité, seulement des innocents. Ils ont eux-mêmes filmé les attaques pour tweeter les images à des fins de propagande et blâmer l'armée ukrainienne. Nous ne vous montrerons pas ces images. Elles sont trop difficiles à regarder. De violents combats se poursuivent autour de Pakhovsk. Les occupants tentent d'encercler les défenseurs ukrainiens et de prendre la ville à tout prix. Les généraux de Poutine jettent vague après vague de soldats dans le brasier. Les rues sont jonchées de cadavres. Les pertes ennemies sont massives, mais les forces armées ukrainiennes tiennent la ligne. Une fois de plus, prouvant que les mensonges de Poutine sur l'encerclement complet ne sont que de la propagande. Plus d'informations sur le point chaud de la ligne de front juste après ceci. Et en effet, l'ennemi est présent dans presque tous les districts et quartiers de la ville. La direction la plus difficile est Syrki et Budanov sont déjà là. La direction de Propski reste le point chaud des affrontements, mais comme le rapporte Tsersky, la ville tient bon. Dans l'agglomération de Pokrovsk-Yanohorodka, nos soldats doivent résister à la pression d'une force ennemie de plusieurs milliers d'hommes qui continuent de tenter d'infiltrer les zones résidentielles et de couper nos voies d'approvisionnement. Cependant, il n'y a ni encerclement ni blocus des villes. Nous faisons tout notre possible pour maintenir la logistique. Mais à quel point les forces ennemies sont-elles proches d'encercler ou de bloquer la ville? Formellement, la ville n'est pas encerclée. Formellement, oui, elle n'est en effet pas encerclée. Mais en pratique, l'espace aérien est fermé. En réalité, livrer du matériel, des munitions ou du personnel là-bas et ramener des gens est devenu presque impossible. Tout véhicule circulant sur cette route est garanti d'être touché. La largeur du goulot d'étranglement nécessaire pour fermer complètement ce chaudron est d'environ 5 km. Le chef du GUR Budanov a également été aperçu près de Syrie. On suppose qu'il est personnellement impliqué dans la coordination de la défense. Monsieur s'y est rendu uniquement pour montrer qu'il n'y a pas d'encerclement. En d'autres termes, il a prouvé que tous les propagandistes russes avaient tort. Il est arrivé sur place et a montré à tout le monde qu'il n'y a pas d'encerclement, pas d'anneau. Mais encore une fois, nous ne savons pas à quelle profondeur il est réellement entré dans la ville. Mais malgré tout, la tâche principale est ailleurs. La question n'est pas de tenir la ville. La question est de gagner du temps et de permettre à nos troupes de sortir de cette poche, surtout là-bas, au sud, en bas. Lorsque vous regardez cette poche, vous pouvez voir que nos unités, nos soldats, sont là aussi pour leur donner la possibilité de sortir de l'encerclement et, si possible, d'emporter autant de matériel, de véhicules et de types d'armes divers que possible. Budanov a dirigé l'opération aéroportée du GU à Pokrovsk.
Désormais, des groupes des forces d'opération spéciales, de la police militaire, du service de sécurité d'Ukraine et d'autres unités des forces de défense y opèrent à San-Izitan. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les combattants du GU arrêtent complètement et absolument l'avancée et le mouvement de l'armée russe sur ses tas et traces. Le principal ici est de gagner un temps précieux. 1 jour, 2 jours, 3 jours, voire même jusqu'à 1 semaine, afin que nos troupes et nos unités militaires puissent sortir de cet encerclement dangereux et échapper à cette situation beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Néanmoins, la situation à Pukhovsk n'empêche pas les forces ukrainiennes d'éliminer avec succès les occupants de la ville un par un. Les forces ukrainiennes tiennent la ville depuis plus de 13 mois depuis le moment. Selon le plan des Russes, elle était censée tomber. Mais même avec la perte de la ville, l'Ukraine ne sera pas vaincue. L'Ukraine a gagné du temps ici, pour elle-même et pour les Européens. En d'autres termes, au cours de ces 13 mois, nous avons gagné du temps pour la production d'armes, le rééquipement et une réévaluation de la stratégie. Les Russes, sans exagération, ont perdu du temps. En d'autres termes, ils ont gaspillé du temps. Oui, ils captureront peut-être cette ville cette semaine, la semaine prochaine ou d'ici la fin du mois, et ils en seront extrêmement satisfaits. Et pourtant, pourquoi la Russie a-t-elle intensifié son offensive dans cette zone particulière en ce moment? Okov est tout simplement devenu lassant à force d'être montré dans les rapports constants de l'état-major russe et du Kremlin. Je pense que quelqu'un là-bas a craqué. Combien de temps cela peut-il durer? Vous tournez autour depuis 13 mois maintenant. Vous n'avez eu aucun succès. Faites quelque chose enfin. Et bien sûr, l'armée russe salue et est prête à se sacrifier. Je ne sais pas. S'il faut encore 10 000 hommes, ils sacrifieront encore. 10 000 soldats russes juste pour obtenir un résultat, parce que tout le monde comprend parfaitement bien. Si vous obtenez des résultats, vous pourriez obtenir une étoile de héros de la Fédération de Russie ou des galons de général. En ce moment, l'ennemi jette tout ce qu'il peut. Pour la Russie, la notion de coût n'existe pas. Chaque mètre de terrain signifie des milliers de stomasa de corps russes, et tout cela juste pour que le dictateur du Kremlin puisse cocher une case de plus sur la carte. Les troupes de renseignement ukrainiennes ont lancé une attaque courageuse. Ils ont atterri en hélicoptère, ont percé le front russe près de Pakhovsk et ont publié de nouvelles images de Butterfield. Des frappes de drones, des duels de chars, des opérations de postes de commandement, le tout filmé. Après l'atterrissage, nos troupes ont ouvert un corridor terrestre vers l'unité qui tenait la position sous le feu constant. L'opération spéciale se poursuit. Les combattants bloquent les tentatives russes d'étendre leur contrôle du tir sur les principales lignes d'approvisionnement. Une autre victoire. Les forces spéciales ukrainiennes de la direction principale du renseignement ont nettoyé la zone grise sur le territoire de l'ancien réservoir de Kakhovka, détruit par les Russes il y a 2 ans. L'unité Bratza, qui fait partie du détachement spécial Timour, a éliminé plusieurs occupants près de la zone connue sous le nom de Valiki Kouchour, à 7 km du littoral. Ils ont hissé le drapeau bleu et jaune sur un terrain libéré. Succès. Bien que sur le front nord-est, les forces ukrainiennes aient stoppé les avancées russes près de Kupiansk dans la région de Kharkiv. La bataille continue. Voyons ce qui se passe sur cette partie du front. En ce moment, la situation dans la direction de Kiansk reste difficile, mais les forces ukrainiennes maintiennent avec confiance la défense et lancent des frappes précises contre les troupes russes. Les plans russes visant à avancer vers le centre-ville échouent actuellement. De plus, il y a des raisons d'être prudemment optimistes là-bas, car même dans les zones du nord où ils ont essayé de concentrer leurs forces, les choses ne se passent pas si bien pour eux maintenant. Ils ont été frappés par plusieurs frappes précises et lourdes, ce qui a entraîné le blocage de leur offensive. Ils y étaient habitués, mais maintenant, ils sont obligés de changer de tactique. Au lieu d'une percée directe vers le centre-ville, les Russes tentent de contourner Kupiansk par les flancs. Si quelqu'un finit par être encerclé là-bas, ce ne sera certainement pas les forces ukrainiennes.
il n'y a pas assez de Russes dans la ville ou aux bons endroits pour encercler qui que ce soit. Néanmoins, la situation du soi-disant double blocus aérien demeure. Les drones russes sont capables d'attaquer la logistique ukrainienne tout en restant à proximité de Kupiansk. Cependant, les drones ukrainiens effectuent également des frappes en miroir contre les groupes d'infanterie et l'équipement ennemi. La logistique est compliquée pour les deux camps, mais le contrôle des principales routes et des nœuds de transport reste aux mains de l'armée ukrainienne. À l'heure actuelle, des réserves opérationnelles supplémentaires des forces de défense ukrainiennes ont été déployées à Kupiansk afin de stabiliser la situation dans cette localité. Pour l'ennemi, Kupiansk n'est pas une fin en soi, mais plutôt une manœuvre de diversion. Selon les experts, la Russie emploie une tactique de 1000 coupures, créant des tensions dans les zones secondaires pour détourner l'attention de la frappe principale. Selon l'état-major, la plus forte intensité des combats est actuellement enregistrée dans la direction de Pakhovsk. Les occupants sont confrontés au problème du redéploiement de leurs réserves opérationnelles. Le fait est qu'en raison de la barrière d'eau, la rivière qui divise Kupiansk, les occupants sont incapables de transférer rapidement des réserves opérationnelles et, par conséquent, de renforcer leur groupe d'assaut. Pour le moment, les occupants tentent de concentrer leur attaque principale dans la région de Kupiansk-Lo. Ils ont désespérément besoin de contrôler cette gare. Ferroviaire clé. Une courte route logistique à la fois depuis le territoire de la Fédération de Russie et, par conséquent, depuis les zones occupées de la région de Luhansk permettra aux occupants de créer un groupe de frappe qui envisagera ensuite d'avancer le long de la rivière Oskel vers l'agglomération des crématoires de Sloviane. Les choses ne se passent pas bien pour les occupants à l'arrière non plus. Les forces ukrainiennes effectuent des frappes préventives sur les cibles stratégiques ennemies, sur les dépôts de munitions et sur les points d'approvisionnement en carburant et en lubrifiant. L'objectif est de priver les Russes de la capacité d'approvisionner leur groupe d'assaut et de ralentir leur avance, même aux abords. Au cours de la semaine écoulée, les véhicules aériens sans pilote des forces d'opération spéciales, les UAV, ont mené avec succès une série de frappes sur des dépôts de pétrole dans les zones temporairement occupées de la région de Luhansk, qui étaient utilisées pour fournir du carburant et des lubrifiants aux unités de l'armée d'occupation russe, à la fois dans la direction de Liman et principalement dans la direction de Kupiansk. En particulier, les drones des forces d'opération spéciales ont attaqué des dépôts de pétrole dans la ville occupée de Starilsk, qui se trouve précisément dans la direction de Kupiansk, ainsi qu'à Luhansk. Au cours de la journée écoulée, des drones des forces d'opération spéciales des forces de défense ukrainiennes ont frappé un certain nombre de dépôts de munitions de campagne dans les zones temporairement occupées de la région de Luhansk, ce qui vise spécifiquement à réduire l'intensité des attaques des occupants russes dans cette direction. Mais si la situation sur le champ de bataille est loin d'être une percée, sur les écrans de télévision, Moscou continue de revendiquer la victoire. Le ministère russe de la Défense rapporte une fois de plus la capture de Kupiansk et la destruction de la 16e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes. Mais il y a un piège. Une telle brigade n'existe pas. Selon Moscou, cette brigade fictive aurait perdu 8 soldats et les unités ukrainiennes près de Petrovka et Velika Chapova se sont retrouvées encerclées. La réalité, cependant, reste inchangée. De violents combats se poursuivent près de Kupiansk, mais la ville reste sous contrôle ukrainien. Les forces russes subissent des pertes, changent de tactique et cherchent des solutions de contournement. Et les défenseurs ukrainiens, malgré la pression, continuent de tenir la ligne et de briser une fois de plus le mythe de l'armée invincible du Kremlin. La Russie est complètement hors de contrôle et défie désormais directement Donald Trump. Le Kremlin pourrait transférer son missile balistique Arachnik capable de transporter une ogive nucléaire au Venezuela. C'est qu'a déclaré le député russe Alexov, qui a affirmé que Moscou ne voyait aucun obstacle à l'armement d'une nation amie.
Il a rappelé que la Russie était déjà le principal partenaire militaire du Venezuela, fournissant des fusils, des avions et des systèmes de défense aérienne. Et avec un sourire narquois, il a averti les États-Unis de s'attendre à des surprises, car techniquement, le droit international n'interdit pas à Moscou d'envoyer même des missiles Calibra à Caracas. Chaque voix compte. Rejoignez notre communauté, soutenez le journalisme indépendant et aidez-nous à vous apporter la vérité depuis l'Ukraine. Devenez membre d'Ukraine aujourd'hui. Rejoignez-nous maintenant. L'État agresseur a lancé 4 fois plus de drones Shahed contre l'Ukraine par rapport à l'année dernière. Et maintenant, ils sont encore plus difficiles à intercepter. Comment ont-ils fait? Avec des composants principaux occidentaux et la technologie américaine parmi eux. Outre la guerre sur les lignes de front, il y a aussi une guerre technologique en cours. Notre ennemi est, disons, technologiquement dangereux, rusé et imprévisible, car il peut tout changer en un instant. Les systèmes de communication, les systèmes de contrôle et la guerre électronique jouent un rôle important. Le problème clé est la complexité. Afin de pouvoir résister à l'ennemi, les vitesses ne sont plus ce qu'elles étaient. L'ennemi utilise divers moyens pour rendre ses drones moins vulnérables à notre guerre électronique. En 2024, des Shahed à réaction équipés de contre-mesures de guerre électronique ont été repérés au-dessus de l'Ukraine. En fait, ils essaient de transformer le grand Shahed maladroit en un analogue FPV, qui est contrôlé via un canal radio directement depuis le territoire de la Fédération de Russie ou depuis le territoire occupé. C'est-à-dire que ce Shahed est équipé d'une caméra vidéo embarquée qui peut transmettre des images directement. Et encore une fois, permettez-moi de le répéter, nous ne parlons pas de cela, cela fait référence au sujet ou au thème qui est actuellement discuté ou présenté dans ce contexte particulier, fournissant un point de référence clair pour les informations transmises. Ce n'est pas la première mise à niveau de Shahed que les Russes ont apportée dans leur tentative de contourner la défense aérienne ukrainienne. Toutes les antennes RPI sont des dispositifs qui permettent aux drones de maintenir la navigation même en cas d'interférence intense de guerre électronique. Ces antennes sont actuellement produites par la Russie, mais la technologie a été initialement développée en Ukraine au début des années 2000. Maintenant, sur le territoire ennemi en 2025, la modernisation des oiseaux de la mort se poursuit. Cela réside dans le principe de la guerre électronique, EW. Absolument tous les composants qu'un récepteur radio possède peuvent être supprimés par celui-ci. Certains sont plus difficiles à supprimer, d'autres plus faciles. Cela dépend du type de signal. Dans ce cas, la suppression, je ne dirais pas que c'est exactement facile, car ils utilisent une technologie de saut de fréquence sur toute la gamme, ce qui signifie qu'elle est résistante à la suppression EW, mais il est toujours tout à fait possible de la brouiller. Donc, pour cela, nous devons juste adopter une nouvelle approche. Disons nous adapter aux nouvelles tactiques des Russes. Les Russes sont allés encore plus loin. Ils ont caché ces antennes à l'intérieur du corps, les ont retirées de l'aile et les ont déplacés à l'intérieur du Shahed, en plein centre. En conséquence, les drones de l'ennemi deviennent pratiquement invulnérables au système de guerre électronique. Qu'est-ce que cela révèle à une personne observatrice et intelligente? Cela signifie que l'usine a apporté des modifications au corps du Shahed, spécifiquement pour ses antennes chinoises. Cela signifie que l'ennemi a confiance en un partenariat stable et à long terme avec la Chine. Nous ne sommes pas en mesure de brouiller ces antennes avec nos systèmes de guerre électronique existants partout dans le pays. Sergueï Besk a confirmé sur Flash que ce détail indique une étroite coopération entre la Russie et la Chine. Les milliardaires russes font tout ce qu'ils peuvent pour aider Poutine dans cette guerre, établissant des contacts avec la Chine et les États-Unis. Par exemple, Deripaska. L'accès à la technologie et à l'équipement est également bloqué et il existe une liste d'articles qui sont essentiels. En 2024, la société russe LLC Hangar 22 a acheté des moteurs turbo à réaction Suvien
pour un montant total d'environ 300 000 $. Officiellement, ils sont destinés à l'aviation de modélisme. Cependant, ces unités ont ensuite trouvé une utilisation complètement différente. Ils ont été installés sur une modification à réaction du drone iranien Shahed. Dans le même temps, les propriétaires d'Hangar 22 sont classifiés et les informations sur les bénéficiaires sont cachées. Selon les anciennes données du registre, le fondateur était la société Par Action Crassa, qui était liée à Deripaska. D'autres structures filiales, selon les documents, ne sont que partiellement détenues par l'État. Mais il y a aussi la Yugin Invest Development Corporation. Elle est associée à une structure appartenant au même Deripaska. Nous connaissons l'expérience de la Chine. Zones économiques franches, impôts minimaux, coentreprises. Les fournitures à la société liées au portefeuille de Poutine ont été livrées directement par le fabricant chinois Swan, qui possède également une filiale américaine, Subluven USA. Hangar 22 est déjà sous sanction américaine. En fait, l'histoire d'Hangar est une illustration de la façon dont le complexe militaro-industriel russe, coupé de la technologie occidentale, cherche des solutions de contournement, coopérant indirectement avec les États-Unis, par le biais de la Chine sous couvert de recherche scientifique. La part de la Russie est la 4e plus importante en termes de valeur dans le chiffre d'affaires commercial global de la Chine, ce qui est une position considérablement importante. Cela concerne tout le monde. La Russie met irrégulièrement à jour ses drones pour mener des attaques contre l'Ukraine. Dans la Fédération de Russie, ils ont commencé à les rendre encore plus mortels pour les frappes. Lors des attaques contre la région de Sunoumi, les occupants russes ont commencé à utiliser des Shahed avec des mines anti-chars attachées et ils continuent d'intensifier la production. Et, comme nous devrions le comprendre, ayant des ressources, ayant des finances, ayant toutes ça les capacités, ils ne s'arrêteront pas. Les groupes de surveillance signalent que la Fédération de Russie prépare des Shahed avec des munitions au phosphore. Être à moins de 150 mètres de la zone d'impact peut entraîner des conséquences fatales. Le Kremlin mise spécifiquement sur les drones kamikazes bon marché, pas sur les missiles. C'est pourquoi il prévoit d'augmenter la production de Shaheds et d'autres types d'UAV. Un plan a été établi pour produire au moins 36 000 drones d'attaque. La partie ukrainienne ne se repose pas sur ses lauriers et continue de travailler à l'amélioration de ses propres drones intercepteurs. Et pas seulement cela, pendant ce temps, Poutine veut rester au pouvoir jusqu'en 2050, puis transmettre le trône à son fils secret, Ivan. Selon le tabloïd britannique Daily Star, le journaliste Ilya Davishin, le dictateur de 73 ans, déjà le dirigeant russe le plus longtemps en poste depuis Staline, prévoit de gouverner jusqu'à l'âge de 97 ans. Quel plan? D'ici là, son fils Ivan, né de la gymnaste Alina Kabaya, aura 35 ans. Coïncidence? Difficilement. Nous avons tous les détails à venir. Le dictateur russe Poutine est déjà au pouvoir plus longtemps que beaucoup de ses prédécesseurs. Et une nouvelle publication ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu des rumeurs. Selon un tabloïd britannique, il voudrait rester au pouvoir jusqu'à l'âge de 97 ans. Et pensez-vous vraiment que les gens pourront vivre jusqu'à 150 ans et plus? Oui. Je pense que c'est lorsque nous nous dirigeons vers le défilé que le président l'a mentionné. Eh bien, oui. Cela signifie qu'à l'époque, M. Berroussi ne poursuivait pas activement ce sujet. Son pouvoir est si concentré que la question de savoir quand il partira sonne maintenant moins comme une attente que comme une rhétorique. La Constitution a été réécrite, les mandats ont été remis à zéro et il peut rester président jusqu'en 2036. Les moyens modernes d'amélioration de la santé, les traitements médicaux, même diverses interventions chirurgicales liées au remplacement d'organes, permettent à l'humanité d'espérer qu'une vie active se poursuivra différemment d'aujourd'hui. Mais les plans, semble-t-il, sont encore plus vastes. Le cercle restreint de Poutine superviserait des projets liés à l'extension de la durée de vie auxquels participe également sa fille aînée, Maria Veronova.
médecin endocrinologue impliqué dans des initiatives scientifiques. Nous savons que la fille aînée de Poutine, l'endocrinologue Maria Voronova, travaille dans ce même domaine. Dans un domaine où, pour le plus grand plaisir des anciens au pouvoir, des technologies d'un avenir lointain sont mélangées. L'édition du génome pour que la division cellulaire ne se dégrade pas avec le temps. L'impression 3D d'organes entiers et divers autres clowneries d'un autre monde, comme des réunions avec des chamans. Peut-être n'est-ce pas une coïncidence si nous avons récemment remarqué une vidéo où Poutine et Xi Jinping discutent de la façon dont la vie humaine sera considérablement plus longue, comme s'ils se préparaient à une nouvelle ère dans laquelle l'État et son dirigeant resteront au pouvoir beaucoup plus longtemps. Dans le passé, les gens vivaient rarement jusqu'à 70 ans. Maintenant, à 70 ans, vous êtes encore un enfant. Et comment Poutine réagit-il à cela? Avec l'aide de la biotechnologie, les organes peuvent être remplacés à l'infini et les gens pourraient même atteindre l'immortalité. Et comment Xi Jinping réagit-il à cela? Encore une fois, certains prédisent qu'au cours de ce siècle, les gens pourront vivre jusqu'à 150 ans. Évidemment, il n'y aura pas de retraite. Il s'accroche au pouvoir, régnant non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les décennies à venir. Et tout autour de lui suggère qu'il n'a pas l'intention de quitter la scène politique de sitôt. Nous savons depuis longtemps que le président de l'Institut Kirchhoff, Mikhail Kovalchuk, n'est pas seulement obsédé par le génome de la Russité, ne parle pas seulement d'armes génétiques visant exclusivement les slaves, mais mène également des recherches à grande échelle dans le domaine du vieillissement et de sa prévention. Un dirigeant qui a établi un record de temps au pouvoir, une école de gestion sans successeur et des projets scientifiques et technologiques dans lesquels sa famille est intégrée. Tout cela forme une image troublante. L'image d'une personne qui ne compte pas seulement sur un autre mandat, mais sur une vie à long terme au siège du pouvoir. Il n'y a rien de surprenant à ce que deux dictateurs âgés se rencontrent pour discuter de la façon de tromper la mort. Tout comme il ne fait aucun doute que cette question occupe de plus en plus leurs pensées chaque année qui passe. Comment peuvent-ils arrêter ce moment parfait et s'assurer que l'avenir n'arrive jamais? Après tout, dans cet avenir, il n'existe pas, ce qui est absolument inacceptable. Si les sources sont à croire, le prix à payer pour cela a été et reste extrêmement élevé, non seulement pour lui, mais pour l'ensemble du système dont il est devenu le centre. Et enfin, la guerre hybride de la Russie se déplace vers l'Ouest. L'état-major polonais avertit que le Kremlin alimente le sentiment anti-ukrainien en Pologne. Des agents russes sont à l'origine de campagnes de haine en ligne, d'incendies de voitures et de tentatives de déformation de l'histoire en utilisant la tragédie de Volyn pour dresser les Polonais contre les Ukrainiens. L'objectif est de saper le soutien de l'Ukraine et de pousser la Pologne à prendre des décisions favorables au Kremlin, et cela fonctionne déjà. Sur l'activité ukrainienne est en hausse dans deux villes clés où des armes et de l'aide humanitaire sont expédiées en Ukraine. Et c'est tout pour le moment. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner afin que davantage de personnes entendent la vérité. Et dites-nous, de quel pays vous nous regardez et si vous soutenez l'Ukraine? À la prochaine et gloire à l'Ukraine.